Bonjour à tous et bienvenue sur l'étudiant. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons revenir sur l'épreuve anticipée du bac de français pour les élèves de la série ES et S. Et pour nous donner quelques éléments de correction, nous accueillons Sonia Arbaretas. Bonjour. Bonjour Pauline. Donc l'épreuve s'articulait aujourd'hui autour d'un corpus de textes et cette année, donc, les élèves ont planché sur une thématique qui était quand même assez attendue. C'était celle de la poésie et de la quête du sens du Moyen-Âge à nos jours. On avait donc 4 poèmes. Le premier, c'était celui d'Alphonse de Lamartine, L'isolement, tiré de Médiations poétiques. Le deuxième, Anna de Noailles, La vie profonde, tiré de Le cœur innombrable. Le troisième poème, c'était celui d'André Chédid, Destination arbre, tiré de Tant de corps et tant d'âmes. Et le dernier poème d'Yves Bonnefoy, La pluie d'été, tiré des planches courbes. Alors, est-ce que là encore, on peut faire un petit tour d'horizon de ces 4 poèmes pour commencer ? Oui, alors c'était effectivement un très beau corpus de textes poétiques, somme toute, alors des textes inscrits dans une relative diachronie, mais assez courte, du 19e au 20e siècle. Ce qui était intéressant sans doute, c'était des écritures contemporaines qui ont peut-être un peu déconcerté les candidats, mais qui méritaient effectivement et surtout qui présentaient pas mal de ressources stylistiques. Et l'autre centre d'intérêt, c'était vraiment que ces textes invitaient à réfléchir la place du poète dans le monde, la place du poète au contact de la nature et la manière dont il l'accueille ou, à contrario, s'en éloigne. Alors, on va peut-être revenir d'ailleurs sur les difficultés qu'ont éventuellement eues les candidats. Ils devaient d'ailleurs répondre à une première question pour décrire les relations entre les poètes et la nature. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à cette question ? Alors, la question précisait effectivement quelle relation au pluriel les poètes du corpus entretiennent-ils avec la nature. Alors, ce qu'il fallait voir ici, c'est que c'était des textes qui, effectivement, célébraient la nature et en ce sens, c'était quelque part des évocations lyriques dans lesquelles les textes étaient parcourus par des implications personnelles ou, à contrario, une espèce de mise à distance. Il fallait essayer de questionner ça, essayer de se demander déjà, est-ce que la nature est source de sentiments et quels sentiments finalement ça a éveillé chez le poète. Alors sans doute un des appuis possibles pour parvenir à bien comprendre le lien du poète avec la nature, c'était une analyse justement de ce qu'on appelle l'énonciation, c'est-à-dire toutes ces marques de personnes. Quand on s'appelle Alphonse de Lamartine et qu'on est un poète romantique, c'était le cas dans le premier texte, le lyrisme est très appuyé, on sent vraiment que le poète décrit d'abord un paysage, puis finalement on comprend que c'est la nature dans son ensemble et c'est pas quelque chose d'anecdotique. Et à contrario, d'autres textes étaient énoncés de façon beaucoup plus impersonnelle. C'était le cas des 2 textes de Anna de Noailles et d'André Chédid, où là, l'énonciation à l'infinitif était peut-être une façon aussi de dire que le poète, finalement, est presque en recul et il donne finalement à voir le monde, mais indépendamment d'un lien qui serait aussi explicite que chez Lamartine. Donc ça, c'était peut-être quelque chose à envisager. Ensuite, il fallait voir ce qui trouvait véritablement les poètes. Donc Lamartine, par exemple, il fait de la nature une espèce de confidente, un réceptacle pour l'expression donc d'une souffrance, d'une douleur, mais en même temps, elle ne le rassure pas. Là où finalement, bien souvent, les poètes romantiques trouvent du réconfort, eh bien, le texte était vraiment saturé par des marques assez négatives, nul, ne pas, etc., qui montraient qu'en définitive, finalement, et le titre le disait déjà, l'isolement du poète ne peut pas être conjuré par sa position de spectateur d'un spectacle naturel qui, en d'autres temps, aurait pu le réjouir. Donc ça, c'était important. Espèce de désarroi. À côté de ça, un autre groupe de textes montrait plutôt des poètes qui allaient même jusqu'à devenir nature, devenir arbre. Le texte d'Anna de Noailles s'ouvre d'ailleurs sur une espèce de comparaison, une comparaison à être dans la nature ainsi qu'un arbre humain. Le poète devient lui-même nature et c'était sans doute un peu moins explicite chez André Chédid, mais il y avait quand même se sentir arbre, se sentir plante, etc. Et tous ces verbes montraient que finalement le poète est presque cette espèce de plante qui grimpe comme ça, qui enlace l'arbre dont c'est la destination.
Enfin, pour Yves Bonnefoy, là, les choses étaient un petit peu différentes. Yves Bonnefoy évoque finalement une expérience qui n'est pas simplement son expérience, mais une expérience que peuvent vivre tous les hommes. Celle qui consiste effectivement à trouver dans la nature de quoi se ressourcer, s'enrichir. Et puis peut-être le poète, plus particulièrement au milieu de ces hommes pluriels, eh bien, il appréhende la nature et surtout il va la célébrer pour arriver à faire œuvre. Il va la transformer notre regard sur elle. Donc pour ce résumé, donc ces textes qui évoquaient la nature devaient montrer effectivement comment la nature était soit une confidente, une muse, une source d'inspiration, soit au contraire le témoin plus ou moins inefficace ou insuffisant d'une douleur qui ne parvient pas à être dépassée. Ça faisait quand même beaucoup d'éléments à prendre en compte. Ça faisait beaucoup d'éléments à prendre en compte et c'est ce qui doit rassurer les candidats parce qu'il y avait finalement une richesse devant ces textes, très très éloquents, très finement écrits, qui autorisaient quand même d'envisager plusieurs perspectives. Le français n'est pas une science exacte, donc on ne donnera pas de clé de lecture définitive. Bon, ça devrait les rassurer. Alors, dans une deuxième partie, les candidats avaient le choix entre 3 sujets, le commentaire, la dissertation ou le sujet d'invention. En l'occurrence, pour le commentaire, il fallait s'appuyer sur le poème d'André Chédid, Destination Arbre. Là encore, qu'est-ce qu'il fallait faire ou ne pas faire ? Alors, ce texte a sans doute été un petit peu déconcertant pour des candidats habitués à travailler en fait des grands auteurs. Je ne suis pas en train de dire qu'André Chédid n'est pas un grand auteur, mais du moins des auteurs de facture et d'écriture un peu plus classiques. Ici, il fallait essayer de comprendre justement, en se servant du tremplin de la question, comprendre ce rapport à la nature. D'abord le titre, Destination Arbre. Il y avait quelque chose d'assez curieux finalement, mais sans doute il fallait s'approprier ce titre assez curieux, assez elliptique ou énigmatique pour arriver à en faire quelque chose. Alors, finalement, peut-être qu'il était intéressant de se demander comment cette espèce de célébration de la nature, ce chant du monde, finalement était aussi une évocation du pouvoir de la poésie. Il me semble qu'il y avait 2 pistes à essayer de tenir ensemble. D'abord, montrer finalement que le poète enregistre justement le spectacle de la nature, il le décrit, il évoque à l'aide des sensations, sentir, écouter, etc., ce spectacle de cette plante qui grimpe et qui semble enlacer l'arbre pour s'élever. Ensuite, peut-être, il fallait montrer que cette ascension-là, elle était assez symbolique, somme toute. Et ce qu'elle symbolisait peut-être, c'était justement une évocation du pouvoir des mots, du pouvoir du poète, qui parvient donc à créer, à fabriquer une véritable ode à partir justement de ce que la nature lui place sous les yeux. Alors, on va maintenant passer au poème d'Anna de Noailles. C'était le sujet de la dissertation. Là, les candidats devaient s'appuyer sur un vers, avoir l'âme qui rêve au bord du monde assise. Il fallait essayer de définir l'attitude du poète face au monde. Qu'est-ce qu'on peut attendre dans les copies ? Alors, le sujet, effectivement, était peut-être un petit peu déconcertant là aussi parce qu'il prenait pour point de départ une formulation qui est en soi poétique et donc, quelque part, qui peut être interprétée de différentes manières. Mais c'est ça aussi qui devait rassurer, pas une seule réponse. Alors, avoir l'âme qui rêve au bord du monde assise, finalement, cette citation, c'était sans doute une invitation à réfléchir aux liens qui unissent donc le poète et la nature. Et si on essaye de reformuler, peut-être fallait-il se demander, est-ce que la tâche du poète consiste à décrire le monde, à le célébrer ou éventuellement même à le transformer à la manière un peu des alchimistes, à transformer un élément quotidien pour le sublimer par l'écriture. Donc ça devait être une piste. Et en définitive, le plan qui était sans doute attendu ici, c'était un plan qui invitait à dire que oui, bien sûr, le poète se nourrit de la nature, du spectacle qu'elle produit en lui, qui peut l'émerveiller, une nature qu'il peut complètement transcender, métamorphoser. Mais il fallait envisager un mais et mettre une discussion, une objection finalement, mais peut-être que la nature n'est pas l'unique horizon du poète. Peut-être fallait-il dire aussi que le poète pouvait inscrire sa réflexion ailleurs, soit dans un paysage
paysage qui n'est pas naturel, exemple un paysage urbain, ou soit encore montrer que le poète n'avait peut-être pas cet horizon-là et qu'il allait parfois plonger en lui-même et se replier sur lui-même, oubliant la nature au profit d'autres émotions, d'autres exaltations. Et enfin, on pouvait peut-être sortir du sujet en convoquant ce que dit Baudelaire quand il dit « de toute façon, la poésie n'a pas d'autre but qu'elle-même ». Finalement, il ne s'agit pas de savoir si l'horizon du poète, c'est la nature ou si encore c'est lui, mais peut-être que l'horizon du poète, c'est la poésie tout simplement. Donc il y avait effectivement des manières assez larges d'appréhender le sujet. Ce qui était surtout attendu, c'était qu'on arrive à discuter, à mettre les propos d'Anna de Noailles en face d'une forme de contradiction. Très bien. Et donc pour le sujet d'invention, là encore, les candidats devaient se baser sur une citation de Lamartine « Nulle part le bonheur ne m'attend ». Alors au contraire, il fallait prendre le contre-pied de cette affirmation et évoquer plutôt l'épanouissement et la plénitude du poète au sein de la nature. Est-ce que là encore, vous pouvez donner quelques éléments de réponse? Oui, alors dans ce sujet d'invention, il fallait effectivement essayer de faire la part de tout ce qui est de l'ordre de la contrainte. Qu'est-ce qu'il fallait respecter? Il fallait écrire une réfutation finalement des propos de Lamartine. Lamartine dit que le poète, bon, il est inscrit en plein romantisme, et ça se comprend aussi si on situe bien le sujet, le poète ne peut pas trouver de réconfort, il est cette espèce d'éternel exilé, un être de souffrance, c'est la figure du poète maudit. Donc il fallait essayer de prendre le contre-pied de tout cela pour montrer que la poésie peut nourrir l'homme et surtout que la nature et le spectacle qu'elle lui propose lui donne effectivement de quoi avoir confiance, de quoi s'épanouir. Une des difficultés du sujet, c'était qu'on attendait, dans les contraintes encore, que le candidat écrive un texte poétique. Alors on n'en précisait pas exactement la forme, ça pouvait être un texte en vers mais pas nécessairement, ça pouvait aussi être un texte en prose. C'était à la fois quelque chose de contraignant et en même temps quelque chose qui laissait de la liberté au candidat, lequel pouvait aller vraiment chercher dans les ressources poétiques du langage, et ce qui a priori doit rapporter des points et aider les candidats à évaluer leurs propres prestations, c'est justement la compréhension de ce sujet, poésie liée effectivement à écriture poétique liée à la célébration de la vie, plutôt qu'à une vision somme toute assez sombre et lugubre, celle de Lamartine et du Lamartine romantique, de l'isolement. Bon, on a bien compris que c'était des sujets quand même assez compliqués, mais il faut rassurer les candidats. Oui, des sujets effectivement, ou des textes complexes dans leur appréhension, et c'est sans doute ça la poésie, mais sans doute une grande liberté aussi dans la manière de les lire, de les recevoir. Merci Sonia Arbaretas de nous avoir donné ces quelques éléments de correction. De votre côté, vous pouvez retrouver l'intégralité des corrigés de l'épreuve de français directement sur le site de l'étudiant.fr. À très vite.